Il y a quelque chose de fascinant avec Warren Buffett. Pas ses milliards, pas ses investissements légendaires, pas les anecdotes qu'on raconte sur lui dans les livres de finance. Ce qui est fascinant, c'est ce qu'il ne fait pas. Dans un monde obsédé par la vitesse, par les raccourcis, par les coups de génie spectaculaires, cet homme a bâti l'une des plus grandes fortunes de l'histoire humaine en évitant méthodiquement certains comportements que la majorité des gens considèrent comme parfaitement normaux. Pas en trouvant la formule magique, pas en ayant accès à des informations secrètes, pas en prenant des risques fous que personne d'autre n'osait prendre, en évitant des pièges précis, des pièges que presque tout le monde autour de lui tombait dedans, encore et encore, génération après génération. Dans cette vidéo, on va parler de 6 comportements que Warren Buffett nous oblige à couper si réellement on veut devenir riche. Ce qui va suivre ne ressemble pas à une liste de conseils qu'on entend partout. Pas de dépense moins, mange des pâtes répétées pour la 100e fois. C'est autre chose. C'est une invitation à regarder honnêtement certains comportements qu'on a tous, à des degrés divers. Des comportements tellement ancrés, tellement normalisés par notre entourage et notre culture, qu'on ne les voit même plus comme des obstacles. Et pourtant, la distance entre là où on est et là où on pourrait être financièrement, elle se construit rarement en une seule mauvaise décision spectaculaire. Elle se construit dans le quotidien, dans les habitudes invisibles, dans ce qu'on fait machinalement, sans y penser, parce que c'est ce que tout le monde autour de nous fait aussi. Buffett l'a compris très tôt. La question intéressante, c'est de se demander combien de ces 6 comportements nous reconnaissons chez nous. Habitude numéro 1. Dépenser pour impressionner, le piège le plus coûteux de notre époque. Tu sais ce qui est fascinant avec Warren Buffett? L'homme pèse plus de 100 milliards de dollars. Et pourtant, il vit toujours dans la même maison qu'il a achetée en 1958. Il conduit des voitures ordinaires, il mange des hamburgers McDo. Pas parce qu'il ne peut pas se permettre mieux, mais parce qu'il a compris quelque chose que la majorité des gens n'ont jamais compris. Il y a une différence énorme entre être riche et paraître riche. Et cette différence, elle coûte une fortune à ceux qui ne la voient pas. Regarde autour de toi. Combien de personnes connais-tu qui portent des vêtements de luxe, mais peinent à payer leurs factures en fin de mois? Combien ont acheté une voiture à crédit pour avoir l'air d'avoir réussi, alors que cette voiture leur mange 600, 700, 800 € par mois? C'est une réalité que personne n'aime admettre, mais elle est là, partout, tout le temps. Le problème avec la consommation ostentatoire, c'est qu'elle joue sur quelque chose de très humain. On veut être respecté, on veut être admiré, on veut que les gens nous regardent et pensent « lui, il s'en sort bien ». C'est profondément ancré en nous, et il n'y a aucune honte à le reconnaître. Mais voilà ce que personne ne te dit. Les gens que tu essaies d'impressionner pensent à eux, pas à toi. Ils sont trop occupés à vouloir t'impressionner eux-mêmes. C'est une course absurde où tout le monde court, personne n'arrive nulle part, et tout le monde s'appauvrit ensemble. Morgan Housel, dans La psychologie de l'argent, l'exprime parfaitement. Quand tu vois quelqu'un au volant d'une Ferrari, tu n'admires pas le conducteur. Tu t'imagines toi au volant. La voiture attire le regard, pas l'homme, jamais l'homme. Ce que les gens vraiment aisés ont compris, c'est que la richesse réelle est invisible. C'est l'argent que tu n'as pas dépensé. C'est l'investissement silencieux qui grossit dans l'ombre. C'est la liberté que personne ne voit, mais que toi tu ressens chaque matin en te levant sans stress financier. Il y a quelque chose de libérateur dans cette idée, parce que ça veut dire que tu n'as plus besoin de performer. Tu n'as plus besoin de jouer un rôle pour les autres. Tu peux simplement construire, tranquillement, solidement. Les grandes fortunes ne se sont pas bâties dans les vitrines. Elles se sont bâties dans la discrétion, dans la patience, dans des choix que personne ne remarque sur le moment, mais qui changent tout sur le long terme. Et la question qui mérite vraiment d'être posée, c'est celle-ci. Tu dépenses pour vivre mieux ou pour que les autres pensent que tu vis mieux? La réponse à cette question seule peut tout changer. Habitude numéro 2. Reporter l'épargne et l'investissement, la procrastination financière. Je commencerai le mois prochain. La phrase qui ruine des vies entières. Il y a une expérience de pensée que Warren Buffett aime partager. Il demande aux gens d'imaginer qu'ils reçoivent une voiture à leurs 16 ans. Une seule voiture. Pour toute leur vie. Pas question d'en avoir une autre. Jamais. Comment tu l'entretiendrais cette voiture?
probablement avec un soin obsessionnel. Chaque vidange, chaque révision, chaque petit détail, parce que tu saurais que c'est tout ce que tu as et que tu dois en prendre soin dès le premier jour. Buffett dit que le temps fonctionne exactement pareil, et que la plupart des gens ne le comprennent que trop tard. Il y a une phrase qui revient dans la bouche de presque tout le monde à un moment de sa vie. Elle est douce, rassurante et absolument dévastatrice. Je commencerai à épargner quand j'aurai un meilleur salaire. Je m'y mets dès que j'ai remboursé mon crédit. Le mois prochain, c'est sûr. Et le mois prochain devient l'année prochaine. Et l'année prochaine devient une décennie. Et une décennie, c'est là que tout se joue. Parce que voilà ce qu'on ne nous apprend jamais vraiment à l'école. Le temps est la ressource la plus précieuse qui existe en matière financière. Pas l'argent, pas l'intelligence, pas les opportunités. Le temps. Einstein aurait qualifié les intérêts composés de 8e merveille du monde. Et ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une mécanique brutalement réelle. 100 € investis à 25 ans à 8% de rendement annuel deviennent plus de 2000 € à 65 ans, sans rien faire de plus, juste en ayant commencé tôt. Ces mêmes 100 € investis à 45 ans, à peine 460 € au même âge. Même somme, même taux, résultat 4 fois inférieur. La seule différence, 20 ans d'attente. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est presque jamais une question d'argent. Les études le montrent encore et encore. Les gens qui procrastinent financièrement ne le font pas parce qu'ils n'ont rien à mettre de côté. Ils le font parce que demain semble toujours suffisant. Parce que l'urgence du présent écrase toujours la logique du futur. C'est humain. Profondément humain. Mais il y a quelque chose de fascinant avec ceux qui ont réussi à construire une vraie stabilité financière. Quand on leur demande leurs secrets, ils ne parlent presque jamais de coups de génie ou d'opportunités extraordinaires. Ils parlent de régularité, de petits gestes répétés, de rien avoir attendu le moment parfait, parce que le moment parfait n'existe pas. Il existera toujours une raison valable d'attendre encore un peu. Et pendant ce temps-là, le temps, lui, n'attend pas. La vraie question n'est pas « est-ce que j'ai assez pour commencer ?» C'est qu'est-ce que chaque mois d'attente me coûte vraiment. Quand on pose la question dans ce sens-là, la réponse change tout. Habitude numéro 3. Avoir des dettes non productives, des dettes à intérêt élevé non gérées. La dette à intérêt élevé, une machine à remonter le temps, dans le mauvais sens. Warren Buffett a une façon très particulière de décrire les dettes à taux élevé. Il dit que s'endetter à 18 ou 20% d'intérêt, c'est comme essayer de remplir une baignoire avec le bouchon ouvert. Tu peux verser autant d'eau que tu veux, travailler plus dur, gagner plus, économiser davantage. Mais tant que ce bouchon reste ouvert, le niveau ne monte jamais vraiment. C'est une image simple, mais elle décrit avec une précision chirurgicale ce que vivent des millions de personnes chaque mois sans même s'en rendre compte. Le crédit à la consommation est probablement l'invention la plus brillamment conçue pour maintenir les gens exactement là où ils sont. Et ce qui le rend si redoutable, c'est qu'il ne ressemble pas à un piège. Il ressemble à une solution rapide, accessible, presque indolore sur le moment. Tu veux quelque chose maintenant? Tu l'as maintenant. Le paiement? On verra ça plus tard, en petite mensualité confortable. Sauf que plus tard arrive toujours. Et il arrive avec des intérêts. Un solde de 3000 € sur une carte de crédit à 20% d'intérêt annuel, remboursé au minimum chaque mois, peut prendre plus de 10 ans à solder. Et coûter le double de la somme initiale au total. Ce n'est pas une exagération, c'est simplement les mathématiques. Ce que les institutions financières ont compris bien avant nous, c'est que les intérêts composés fonctionnent dans les deux sens. Quand ils jouent pour toi, ils construisent de la richesse silencieusement, patiemment, sur le long terme. C'est ce dont on parlait juste avant. Mais quand ils jouent contre toi, ils font exactement la même chose. Silencieusement, patiemment, ils érodent, ils grignotent, mois après mois, sans jamais s'arrêter, sans jamais dormir. Buffett lui-même dit qu'il n'a jamais compris pourquoi quelqu'un investirait de l'argent à 7 ou 8% par an, tout en portant des dettes à 18 ou 20%. C'est mathématiquement absurde. Tu gagnes d'un côté ce que tu perds en double de l'autre. Il y a quelque chose de particulièrement insidieux dans la façon dont ces dettes s'accumulent, rarement d'un coup,
rarement par imprudence évidente, souvent par petites décisions qui semblaient raisonnables sur le moment. Un achat urgent ici, une facilité de paiement là, une période difficile traversée avec du crédit. Et un jour, on regarde le solde et on ne reconnaît plus comment on en est arrivé là. La sortie de cet engrenage est possible, elle l'est toujours, mais elle demande de regarder les chiffres en face, vraiment en face, sans détourner les yeux. Parce que tant qu'on ne voit pas précisément ce que cette dette coûte chaque mois, chaque année, en opportunités perdues, en liberté sacrifiée, on ne ressent pas vraiment l'urgence de changer quoi que ce soit. Et c'est exactement là que tout commence à changer. Habitude numéro 4. Ne pas apprendre à gérer l'argent. Ignorance financière. Ce qu'on ne t'a jamais appris et ce que ça t'a vraiment coûté. Il y a une statistique qui devrait faire réfléchir tout le monde. Dans la grande majorité des pays occidentaux, on passe entre 12 et 16 ans dans le système scolaire. On apprend la trigonométrie. On dissèque des textes littéraires du XVIIe siècle. On mémorise des dates de bataille qui ont eu lieu il y a 5 siècles. Et personne, jamais, ne nous explique comment fonctionne un taux d'intérêt, comment lire un relevé bancaire, ce qu'est un actif, la différence entre une dépense et un investissement. Ce n'est pas un accident, mais c'est une autre conversation. Warren Buffett lit entre 500 et 1000 pages par jour, encore aujourd'hui, à plus de 90 ans. Quand on lui demande le secret de son succès, il pointe sa tempe et dit « C'est une accumulation de connaissances. Ça fonctionne comme les intérêts composés. L'homme le plus doué financièrement de notre époque considère que l'apprentissage continu est son actif numéro 1. Pas ses actions Coca-Cola, pas ses participations dans Apple, sa capacité à comprendre, analyser, décider avec intelligence. Et pourtant, combien de personnes passent plus de temps à choisir leur prochaine série Netflix qu'à comprendre comment fonctionne leur argent ? L'ignorance financière est particulière parce qu'elle ne fait pas mal immédiatement. Elle est indolore au quotidien. On ne la voit pas. On ne la ressent pas le matin en se levant. Elle se manifeste autrement. Dans ce sentiment diffus que l'argent file entre les doigts sans raison apparente. Dans cette incapacité à comprendre pourquoi, malgré un salaire correct, on n'arrive jamais vraiment à construire quelque chose. Dans ces décisions prises dans le flou, par instinct ou par défaut, parce qu'on n'a tout simplement jamais eu les outils pour faire mieux. Ce n'est pas une question d'intelligence. Ce n'est jamais une question d'intelligence. C'est une question d'exposition, de ce qu'on nous a montré ou pas montré. Robert Kiyosaki parle de quelque chose de fascinant dans Père riche, Père pauvre. Il dit que la grande majorité des gens travaillent toute leur vie pour de l'argent, sans jamais prendre le temps de comprendre comment l'argent fonctionne vraiment. Comme si on passait des années à conduire une voiture sans jamais ouvrir le capot. Ça avance, jusqu'au jour où ça n'avance plus. La différence entre quelqu'un qui stagne financièrement et quelqu'un qui progresse tient rarement au salaire. Elle tient presque toujours à ce que chacun comprend de ce qu'il fait avec cet argent. Et la beauté de tout ça? La littératie financière s'apprend, à n'importe quel âge, avec des ressources accessibles, souvent gratuites, souvent fascinantes une fois qu'on y entre vraiment. La seule vraie question, c'est de savoir combien de temps encore on est prêt à naviguer à l'aveugle. Habitude numéro 5. Peur excessive de prendre des risques calculés. La sécurité absolue, le risque que personne ne voit venir. Il y a une image que Warren Buffett utilise rarement, mais qui dit tout. Il parle de ces gens qui gardent leur argent sous le matelas ou sur un compte épargne à 0,5%, convaincus qu'ils sont en sécurité, que leur argent est là, intact, protégé de tout danger. Sauf qu'il y a un voleur que ces gens ne voient jamais. Il n'entre pas par effraction, il ne fait aucun bruit, il s'appelle l'inflation. Et chaque année, silencieusement, il grignote le pouvoir d'achat de cet argent en sécurité. 2%, 3%, parfois plus. Année après année. L'immobilité totale a un coût. Il est juste invisible. La peur du risque est une des émotions les plus naturelles qui soient. Elle est câblée dans notre cerveau depuis des millénaires. Éviter le danger, préserver ce qu'on a, ne pas s'exposer à la perte. C'est un instinct de survie profondément humain. Le problème, c'est que cet instinct a été conçu pour nous protéger des prédateurs dans la savane. Pas pour nous aider à naviguer dans un monde financier complexe où l'inaction est souvent aussi risquée que l'action.
Ce que les neurosciences montrent de fascinant, c'est que la douleur d'une perte est ressentie 2 fois plus intensément que le plaisir d'un gain équivalent. Perdre 100 € fait psychologiquement 2 fois plus mal que gagner 100 € fait du bien. Ce biais est universel, et il pousse naturellement vers l'évitement, vers la paralysie, vers le « je préfère ne rien faire plutôt que de risquer de perdre ». Buffett a une distinction qu'il répète souvent et qui mérite qu'on s'y arrête vraiment. Il différencie le risque de la volatilité. Pour lui, ce ne sont pas des synonymes. La volatilité, c'est le fait que les marchés montent et descendent, que la valeur d'un investissement fluctue dans le temps. C'est inconfortable, parfois spectaculairement inconfortable, mais le vrai risque, c'est la perte permanente de capital. Et ces 2 choses n'ont presque rien à voir. Quelqu'un qui investit dans un portefeuille diversifié et qui voit sa valeur baisser de 20% en période de crise n'a pas perdu cet argent. Pas s'il ne vend pas dans la panique. L'histoire des marchés financiers montre que chaque correction a été suivie d'une reprise, sans exception. Ceux qui ont perdu, vraiment perdu, sont souvent ceux qui ont vendu au pire moment, paralysés par la peur. Il y a quelque chose de paradoxal dans tout ça. Les personnes qui évitent le risque à tout prix pensent protéger leur avenir. Mais en refusant tout risque calculé, en restant figées, elles se privent précisément des mécanismes qui permettent de construire quelque chose sur le long terme. Ce n'est pas une question de témérité. Ce n'est pas une invitation à tout miser sur une idée hasardeuse. C'est simplement reconnaître qu'entre le risque inconsidéré et la paralysie totale, il existe un espace raisonné, informé, méthodique. Et c'est dans cet espace précis que les choses intéressantes se construisent. Habitude numéro 6. S'entourer des mauvaises influences, réseau limitant. Tu deviens qui tu fréquentes, que tu le veuilles ou non. Warren Buffett a un conseil qu'il donne aux jeunes diplômés depuis des décennies. Un conseil qu'on n'attend pas de lui. Pas une formule sur les marchés, pas une stratégie d'investissement. Il dit simplement « Choisissez soigneusement les personnes que vous admirez et essayez de leur ressembler ». Un homme qui a passé 70 ans à analyser des bilans comptables, des industries entières, des tendances économiques mondiales. Et le conseil qu'il juge le plus important concerne les personnes qu'on choisit de côtoyer. Ce n'est probablement pas un hasard. Il y a une étude célèbre du chercheur Nicholas Christakis qui a suivi des milliers de personnes sur plusieurs décennies. Ce qu'il a découvert est troublant de simplicité. Nos comportements, nos habitudes, notre vision du monde se transmettent socialement, comme un virus. Pas intentionnellement, pas consciemment, mais avec une efficacité redoutable. Si tes amis proches prennent du poids, ta probabilité d'en prendre augmente de 57%. S'ils fument, tu es bien plus susceptible de fumer ou de recommencer. Et s'ils ont une relation désinvolte avec l'argent, s'ils dépensent impulsivement, s'ils considèrent l'épargne comme une contrainte absurde et l'investissement comme quelque chose réservé aux autres, ces attitudes-là se transmettent aussi, silencieusement, par osmose. Ce n'est pas une question de juger les gens qui nous entourent. Ce n'est jamais aussi simple que ça. Certaines influences limitantes viennent de personnes qu'on aime profondément, de la famille, d'amis de longue date, de gens qui nous veulent sincèrement du bien mais qui, inconsciemment, nous renvoient une image réduite de ce qu'on pourrait accomplir. C'est trop risqué. Tu te prends pour qui? Les gens comme nous, on ne fait pas ce genre de choses. Ces phrases ne sont pas toujours dites avec malice. Parfois, elles viennent d'une vraie inquiétude, d'une vraie affection. Mais leur effet est identique. Elles ancrent, elles limitent, elles ramènent vers le bas avec la douce gravité de la normalité partagée. Jim Rohn, le mentor de toute une génération d'entrepreneurs, avait cette formule devenue célèbre. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Buffett, lui, va plus loin. Il parle de s'associer avec des personnes dont le comportement est meilleur que le tien. Pas pour les imiter mécaniquement, mais parce que la proximité avec l'excellence recalibre naturellement ce qu'on considère comme normal, possible, attendu. Quand les conversations autour de toi portent sur les opportunités, sur la croissance, sur les leçons tirées des échecs, tu commences à penser différemment, sans effort conscient.
Juste par exposition répétée, l'environnement humain qu'on construit autour de soi est peut-être l'investissement le plus sous-estimé qui existe. Pas celui qui rapporte le plus vite, mais certainement celui dont l'effet composé, sur 10 ou 20 ans, est le plus difficile à mesurer et le plus impossible à ignorer. 6 comportements, pas 6 sacrifices, pas 6 privations, 6 façons de se libérer de ce qui, silencieusement, maintient la plupart des gens exactement là où ils sont. Buffett n'a jamais prétendu avoir un secret. Il dit simplement qu'il a évité les erreurs que les autres répètent. La vraie question n'est pas par où commencer. Elle est plus simple que ça. Lequel de ces 6 comportements vous coûte le plus cher en ce moment, sans que vous vous en rendiez vraiment compte? Prenez le temps d'y réfléchir. La réponse vous appartient.